Merci, docteur Petroscience, pour cette conférence. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Merci à tous de nous avoir fait part de vos questions. On va commencer avec le professeur Beckers. Cette première question de Vincent Guénen qui nous demande quelles sont les causes du décès précoce des géants. C'est une très bonne question, mais très difficile à répondre parce qu'en réalité, Brièvement, de toute façon. on n'a pas pu faire une étude de cette sorte-là, puisque, en fait, dans notre série de 208 géants, très peu sont morts et les causes sont trop diverses. Donc, ça ne peut pas nous donner, on ne peut pas tirer comme conclusion que les géants meurent de telle ou telle maladie ou de tel ou tel accident suite à notre étude des 208 patients. Si on va un petit peu dans la littérature, mais qui est, comme tu le sais, Vincent, relativement maigre, donc si on va rechercher ce qu'on connaît comme données qui viennent de la littérature scientifique ou de la littérature générale, ben on sait que les géants meurent jeunes en général. Alors de quoi sont morts les quelques-uns qu'on connaît? Ils mouraient souvent d'infection, mais on était souvent avant les années 1950. Par exemple, le géant Constantin, il est mort d'infection, il a été de gangrène. Il a été amputé au niveau du genou et vraisemblablement, mais là c'est difficile à dire, il devait être diabétique parce qu'ils ont des taux d'hormones de croissance très élevés et que l'hormone de croissance, comme tu le sais, entraîne une résistance à l'insuline très importante et comme ça dure depuis très longtemps, eh bien, ces patients sont en général diabétiques. D'autres causes, non, c'est essentiellement des infections et plus récemment, on n'a pas un nombre suffisant de géants qui soient morts d'une cause particulière. On sait que l'intoxication à l'hormone de croissance pendant une très longue durée, c'est également très mauvais pour le système cardiovasculaire. Et on sait aussi, si ça dure très longtemps, que ça peut augmenter certains types de cancers. Ça, c'est d'une façon générale. Merci. Une question pour le docteur Petroscience. Vous parlez de diagnostic tardif. Les patients vraisemblablement sont assez âgés, voire très âgés, même déjà par rapport à la pathologie lorsqu'ils sont diagnostiqués. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le diagnostic soit si tardif alors que la pathologie semble être évidente? Alors, il y a plusieurs aspects au problème. La pathologie semble évidente, mais elle évolue très lentement. Et souvent, la famille et même le médecin traitant n'arrivent pas à voir ces changements apparaître chez les patients. Donc, c'est pour ça que je dis que le diagnostic est tardif, mais certains de ces patients sont jeunes. Vous savez, certains ont 30, 40, 50 ans, mais ont évolué pendant des années et des années avant que le diagnostic ne soit posé. Donc, c'est ce côté très insidieux et cette évolution très progressive qui fait que souvent, même les spécialistes ceux qui ne se connaissent en tout cas pas en acromégalie passent à côté du diagnostic. Et puis, il y a le groupe de patients âgés, mais là, c'est tout un autre débat. On pense en fait qu'il y a plusieurs formes d'acromégalie. Il y a les acromégalies avec des causes génétiques comme le HIP qui se déclarent très tôt, qui évoluent très, très rapidement et les patients sont diagnostiqués assez jeunes. C'est ce que le professeur Beckers vous a montré. Mais nous pensons qu'il y a aussi des formes différentes d'acromégalie avec des tumeurs qui apparaissent peut-être même assez tôt dans la vie des patients, mais qui évoluent très, très lentement, qui sont très peu sécrétants et pour lesquels il faut parfois 10, 15, 20 ans d'exposition à cet excès en hormones de croissance avant que le diagnostic ne soit posé. Professeur Beckers, je reviens vers vous avec une question du professeur Isabelle Donné. Je vous la lis. Existe-t-il des modèles animaux pour les différents types d'acromégalie? Alors, il y a l'acromégalie existe chez l'animal, donc le vétérinaire les traite régulièrement. Notamment, les chats peuvent devenir acromégales. Et les chats qui deviennent acromégales ont une tumeur de l'hypophyse et il y a en Hollande un centre spécialisé dans l'exérèse par voie transphénoïdale des adénomes hypophysaires de chats acromégales.
Les chiens peuvent devenir acromégales aussi, mais le mécanisme est tout à fait différent. Là, c'est un problème de progestérone et l'hormone de croissance vient de la glande mammaire, donc elle ne vient pas de l'hypophyse. Et donc là, c'est un mécanisme différent, mais c'est une gynécologue hollandaise qui avait reconnu l'acromégalie de son chien il y a quelques années. Des travaux ont été réalisés, je pense d'ailleurs que c'est dans le même centre, pour montrer l'origine acromégale canine. Voilà. Chez d'autres espèces animales, je ne suis pas bien au courant. C'est possible aussi qu'il y en ait chez d'autres espèces animales. Merci. Je reviens vers le docteur Petroscience. Vous avez parlé brièvement de l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on en parle beaucoup, c'est parce que ça va permettre des possibilités bien plus larges en termes de traitement, en termes de prévention, en termes d'examen. Qu'est-ce qui est imaginé ou quelle sera la première étape en termes d'intelligence artificielle qu'on va franchir par rapport à l'acromégalie? Alors, première chose, c'est que je me méfie très fort de l'intelligence artificielle. J'ai donné un exemple, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas souvent comment le système arrive à ces résultats. Et de temps en temps, le système peut donner des bons résultats, mais pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est dangereux. Je vais donner un petit exemple assez anecdotique. Les Américains, pendant la guerre froide, voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les photos satellites et détecter les chars soviétiques qui attaqueraient l'OTAN. Ils demandaient à des fermiers de sortir des chars dans les champs. Un avion satellite passait, prenait des photos, puis les chars repartaient, le fermier sortait ses vaches, un avion satellite passait, un avion espion passait, prenait des photos. Ils ont rentré toutes les photos de vaches et de tanks dans un réseau de neurones qui a très bien prédit, ça c'est des chars de combat, ça c'est des vaches. Et puis quand ils ont fait les tests réels devant les militaires du Pentagone, le système a complètement disjoncté et quand on leur montrait des photos de vaches, les ordinateurs disaient c'est des tanks et à l'inverse, quand on montrait des tanks, ils disaient c'est des vaches. Consternation devant les amiraux, les généraux étoilés, les informaticiens retournent sur leur papier et ils se rendent compte que les photos de chars de combat avaient été prises le matin et les photos de vaches l'après-midi. Et pour la série de tests, on avait inversé les choses. Donc l'intelligence artificielle ne détectait pas des chars de combat ou des vaches, elle détectait simplement le moment où ces photos avaient été prises. Donc ici, l'exemple que je vous ai donné, c'est vrai que le réseau de neurones donnait des bons résultats, mais on ne sait pas très bien sur quoi il se basait. Donc, premier point, faisons très attention. Alors, je pense que l'étape suivante, ça va être peut-être d'essayer, sur base de certains paramètres cliniques ou biologiques, d'essayer de prédire comment les patients vont répondre à tel ou tel traitement et de pouvoir mieux sélectionner dans quelle filière on va les orienter. Mais toujours avec des signes d'attention. Merci. Professeur Beckers, une question du professeur Georges Casimir. Pour vous, pourrait-on imaginer un dépistage néonatal vu que l'hormone de croissance est déjà trop élevée à la naissance? Oui, bien sûr, on pourrait, mais je ne sais pas si pour la société, ce serait vraiment utile de rechercher une maladie aussi rare. C'est vraiment rarissime, mais c'est hautement faisable, tant sur le plan génétique que sur le plan biologique. Donc, on pourrait faire une prise de sang à la naissance et voir qu'il y a beaucoup trop d'hormones de croissance et de prolactine, bien sûr. Et on pourrait aussi faire la détection génétique où on trouverait la duplication du gène. Mais bon, c'est une maladie très, très importante et très intéressante parce qu'elle nous a permis de comprendre des mécanismes tout à fait nouveaux dans la croissance et la sécrétion d'hormones de croissance. Maintenant, ce n'est pas une maladie fréquente, donc je ne sais pas si c'est la première maladie sur laquelle il faut se concentrer pour faire une détection à la naissance. Mais c'est tout à fait faisable. J'ai une question qui prolonge un petit peu celle-là, une question que je me posais par rapport au diagnostic préimplantatoire. Est-ce que les patients qui souffrent d'acromégalie ou dont on sait que la famille a ce type de problème, est-ce qu'ils ont recours à ce diagnostic et est-ce que aussi c'est autorisé d'avoir recours au diagnostic préimplantatoire pour eux?
On sort un tout petit peu de mon champ de spécialisation, mais c'est faisable en tout cas. Alors, est-ce que c'est autorisé? Je pense que oui, mais je n'ai pas été confronté au cas, donc là, je ne saurais pas vous dire. Mais que c'est faisable, ça c'est oui. Ouais. Et autorisé, j'imagine que ça dépend des pays où ça, je ne sais pas bien. Il faudrait. On va se renseigner pour la prochaine conférence alors. Voilà. Voilà. J'ai une question encore pour le professeur. Attendez, parce que je la lis en même temps. Est-ce que le data mining permettra à un moment de définir le type ou le risque de cancer thyroïdien? Alors, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour le moment, pour les cancers thyroïdiens, ce qui se fait, je dirais, de plus moderne, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les images d'échographie thyroïdienne. Parce que l'échographie de la thyroïde est quand même un domaine très opérateur dépendant. Donc, il y a des gens qui travaillent sur l'analyse de ces images. Mais ce que l'avenir nous réserve, ça, on le verra. Ok. Alors, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vais passer la parole au professeur Cromen. Il me reste juste à remercier chaleureusement nos deux orateurs, ainsi que vous tous pour nous avoir rejoints sur ce site pour cette première séance virtuelle. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous espérons vous retrouver nombreux les samedis 23 mai et 13 juin pour nos prochaines séances virtuelles. Et je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.